Bonjour et puis bienvenue donc dans le cadre de cette présentation autour de l'abstraction lyrique. Je vous remercie pour votre présence. Donc là, j'ai choisi pour commencer de vous montrer une œuvre et j'aimerais savoir si vous avez une idée, ce qu'elle vous évoque. Vous m'avez dit c'est un bain de couleurs en arrivant. Est-ce que cette œuvre vous évoque quelque chose? Une femme. Une femme, féminin, le corps, une silhouette. Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce qu'elle ne vous parle pas? Ça veut dire autre chose aussi. La finesse, quoi. La finesse, d'accord. Un terme de jaillissement peut-être, comme vous l'aviez utilisé. Donc, Des émotions. Hein. Voilà, une explosion. Là, on voit un peu une explosion de sentiments, évidemment. Pulsion, très bien. Donc une idée de force peut-être dans la pulsion, d'énergie. Et donc là, on voit... Le jaune me parle beaucoup, ce jaune-là. Oui. La couleur jaune, qu'est-ce qu'elle vous évoque? On évoque déjà la lumière et puis une musique. On parle de lyrique, mais... Voilà, une musique peut-être, le côté... Voilà, donc ça fait penser à Kandinsky. D'accord, on en verra tout à l'heure. Donc c'est des racines aussi. Des racines, de l'élévation peut-être aussi. Voilà, ça va peut-être un côté spirituel. Oui. Donc là, vous voyez, même en quelques secondes, et sur ce tableau, donc je n'ai plus là que j'ai vendu, permet en fait de voir qu'en quelques secondes, on a l'émotion dans tous ses états. Voilà le titre. Donc on a un cocktail d'émotions. Et évidemment avec quelque chose qui n'est pas figuratif, qui est donc dans l'abstraction lyrique. Alors, ce que je vous propose donc pour cet exposé, c'est de commencer par définir l'abstraction, parce que dans l'abstraction lyrique, on a abstraction, donc comment est née l'abstraction, et ensuite on verra les caractéristiques de l'abstraction lyrique par rapport à l'abstraction, puis les caractéristiques propres de l'abstraction lyrique. Et enfin, on verra d'où cette abstraction puise sa force, qu'on a déjà commencé à évoquer en introduction. Alors, les origines de l'abstraction. Alors, elle est née dans les années 1910, et donc c'est un art non figuratif, donc c'est au début du XXe siècle, l'abstraction. Et on avait à ce moment-là une importance de la couleur, qui jusqu'ici était un peu soumise à la forme, et qui commence à devenir plus libre. Et il y a une œuvre très importante, alors vous allez voir cette espèce de chronologie, qui s'appelle Le Talisman de Paul Sérusier, qui est une œuvre qui a importance à plusieurs titres, et donc parce qu'elle marque elle-même vraiment les prémices de cette abstraction. J'ai dit plutôt dans les années 1910. Pourquoi? Parce que, en fait, Paul Sérusier, sous la houlette de Gauguin, était devant un paysage, et ça s'appelait Paysage au bois d'amour au départ, il faut savoir ce talisman. Donc, et donc, à ce moment-là, plutôt que de représenter le paysage tel qu'il était, les couleurs devenaient plus vives, les formes plus floues, et donc ce tableau qui s'appelait, comme je le disais, Paysage au bois d'amour, a été renommé en talisman, pardon, parce qu'il a été le symbole d'un mouvement que vous connaissez peut-être ou pas, qui s'appelle le mouvement des nabis, et qui est un mouvement, qui est un courant qui a duré assez peu, le courant nabi, mais qui a été il y a eu beaucoup d'œuvres, et qui a vraiment marqué justement, c'est un peu cette frontière. Donc voilà, concernant le talisman, qui pour moi est vraiment le début de cette idée d'abstraction. Alors là, on voit en chronologie, donc, comme on vient de le dire, donc, en 1910, donc début du XXe siècle, qu'est-ce qui a marqué le début du XXe siècle en termes artistiques comme technique? Même un peu avant d'ailleurs, ici nous sommes dans la ville... Les impressionnistes. L'impressionnisme. Oui, ça c'est en termes artistiques, mais nous sommes dans la ville de Daguerre, je vous rappelle, un petit indice. Donc, la photographie. Quelle a été la technique? Voilà, merci. Donc à partir du moment où la photographie permettait de capter et d'avoir des représentations fidèles, le figuratif a été moins, a été un peu en concurrence avec, a perdu un petit peu de son allant
à partir du moment où la photographie est rentrée en scène, si je puis dire. On a donc, là je vais passer rapidement parce qu'on le reverra, en 1940, entre 1910 et 1940, on a eu justement une forme d'abstraction qui est née, justement, qui était plus de l'abstraction géométrique, on le verra après. Donc, détachant vraiment, là, ça a été complètement par rapport au figuratif un basculement là, entre les deux pôles, puisque là, on était plus dans les formes, et on verra justement les artistes en question tout à l'heure. Et ensuite, en 1940, le début du lyrisme, un petit peu en réaction justement à la première abstraction un petit peu austère, je dirais, c'est vraiment un peu fort. En 1950, on verra pourquoi l'abstraction lyrique vraiment va s'envoler. Et enfin, en 1960, donc après on verra l'influence sur les artistes contemporains. Alors là, on va voir les pionniers. Alors c'est un peu ce que je vais préciser ce que je disais dans la diapositive précédente. Nous avons Malevich, donc, qui lui... Est-ce que vous connaissez le nom de ce tableau? Lequel? Le premier, le Malevich, le blanc. Non. Alors il s'appelle Carré blanc sur fond blanc. C'est pas... Alors carré blanc sur fond blanc. Donc Malevich, donc je parlais de l'abstraction géométrique, là on est en plein dedans. Et lui, Malevich, voulait vraiment détacher le tableau de tout ce qui était matière. C'était l'émotion à l'état pur, c'était des formes pures. Donc ça a été son courant, le suprématisme, c'est un peu barbare. C'était un petit peu un courant avec lui-même et lui-même. Il y avait Lissitzky aussi, mais donc c'était un petit peu cette idée d'aller à l'extrême, de pousser à l'extrême, hein, radical, une idée un peu radicale concernant l'abstraction. On a Mondrian, alors ils ne sont pas dans l'ordre chronologique, mais c'est Mondrian, donc là on a l'introduction de la couleur, et donc, mais aussi cette forme de mécanisation, hein, parce qu'entre 1910 et 1940, on est dans l'ère un peu plus industrielle, et donc là on retrouve le côté mécanique, et donc le côté un peu les règles, donc il n'y a plus de règles tellement de figuration, mais il y a des règles concernant le côté structuré, voilà la structure. Là, quand on passe à Kupka, hein, c'est cet artiste, merci, qui lui, Kupka, lui retrouve le côté un peu ligne, hein, qui est donc celui de l'abstraction au départ, mais on voit déjà que les lignes les surfaces commencent à devenir plus floues et une certaine liberté qu'on a moins par rapport à, par exemple, cette œuvre de Mondrian. Donc ça, c'est vraiment Kupka. Et je vais vous montrer, alors... Comme m'aurait dit ma professeure, je ne suis pas des photocopieuse, cette œuvre que j'ai réalisée indépendamment. C'est pour ça que j'allais dire, ça ressemble. Indépendamment, totalement, alors j'allais dire en inconscient collectif, mais à l'époque, je ne connaissais pas cette œuvre de Kupka, et c'est vrai qu'on retrouve un peu cette idée dans ce tableau-là. Voilà. Donc, et enfin, Kandinsky, vous m'aviez cité tout à l'heure, donc évidemment, Kandinsky, lui, c'est une libération un peu plus importante, et puis le lyrisme, effectivement, il adorait la musique, d'ailleurs il est exposé à la Philharmonie, en ce moment, je ne sais pas si quelqu'un a eu l'occasion d'aller voir. Nous allons y aller aussi, mais oui, donc voilà, donc lui vraiment, le lyrisme, ça c'est dans toute sa splendeur, la libération du geste. Voilà. Mais chez Kupka et chez vous, il y a une particularité. Oui. Ça nous élève. Il y a un côté spiritualité qu'on retrouve dans le format aussi. C'est pas fait exprès. Exactement, c'est exactement qui n'a rien à voir avec la religion d'ailleurs, mais qui est, d'ailleurs vous voyez dans les œuvres, dans mon travail, et puis aussi dans l'abstraction lyrique, notamment on verra plus tard, il y a souvent des formats qui sont des formats portraits. Hein, vous savez, un format portrait, c'est un format qui est beaucoup plus haut que large, donc il y a beaucoup de portraits qui peut signifier l'élévation. Alors maintenant, l'émergence de l'abstraction lyrique, donc on va reprendre rapidement, on l'a dit, quand? Vers 1947. Pourquoi donc un renouveau radical après la rupture de la guerre, bien sûr, une liberté qui essayait de contrebalancer l'emprisonnement et l'horreur de la guerre, comme de toutes les guerres. Un rejet des règles de l'abstraction géométrique, ça c'est intéressant. De la même manière que l'abstraction avait été un rejet des règles, entre guillemets, du figuratif, l'abstraction lyrique est un rejet des règles de l'abstraction géométrique. Pas total, mais quand même, voilà. Et donc l'origine du terme abstraction lyrique, c'est Georges Mathieu, qui est un peintre assez emblématique, qu'on verra ensuite, et Jean-José Marchand, qui est un critique d'art. Voilà. Alors, maintenant, pour l'abstraction lyrique elle-même, donc on a vraiment trois parties qui vont décrire, donc toujours autour de l'émotion, bien sûr.
Spontanéité et dans le processus créatif. On verra les matériaux et les supports. Et enfin, comment les couleurs et les formes sont fluides, s'entremêlent et vraiment pour pour exprimer peut-être d'autres émotions. Hein, parce que plus la palette, pourquoi les œuvres plaisent aussi, plus la palette est riche, plus les émotions humaines qui sont assez riches, on va dire, et diverses, sont plus facilement représentées et le spectateur peut aussi les ressentir. Spontanéité du processus. Est-ce que c'est pas comme à l'école? Est-ce que quelqu'un reconnaît par hasard ce tableau? Il n'y a pas de mauvaise réponse, comme je dis à mes élèves. Est-ce que quelqu'un a une idée pour ce tableau? Mais il y en a une bonne. Hein? Moi, ça me fait penser à Pollock. Voilà, bravo, mais bravo d'avoir osé déjà. Et c'est tout à fait Pollock. J'ai dit bravo d'avoir. Il n'y a pas de souci. C'est du Pollock. Il y a un relief. Le Paul, on reconnaît alors Geste, par exemple, vous avez eu par exemple là, comme les dripping, ça s'appelle. le vous connaissez- dripping, voilà. dripping, voilà, c'est ce dripping, ça veut dire projeter Dans la en anglais. matière, et puis après on projette la matière, puis après on dessine. Exactement, il y a une forme d'écriture. Linéarité. Il y a une forme d'écriture aussi, tout à fait, J'aime qui bien peut- voir. qui peut être aussi un reflet du psychisme, par exemple, de la personne qui peint. Donc ça, c'est tout à fait Pollock, bravo. Donc pas de dessin préparatoire, les formes naissent dans l'instant, la démarche est intuitive, non intellectuelle, sachant que dans l'intuition, il y a aussi le fait que l'intuition est parfois aussi guidée par ce qu'on a à l'instant T dans le cerveau. Donc la composition, bien qu'étant intuitive et pas préparée, prémâchée, est aussi quelque chose qui va se ressentir dans le tableau en termes techniques, même si elle n'est pas consciente. Voilà, elle n'est pas consciente, je cherche les mots. Un axe spontané qui reflète l'intimité, bien sûr. Les émotions, ça touche l'intime. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va être une constante dans l'abstraction lyrique. Et l'acte de peindre devient une performance. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, c'est presque plus important que le résultat, le processus. Donc on va voir. Et la liberté du geste, ça c'est le mot liberté qui est bien sûr important. Matériaux et supports. Donc là, j'ai choisi de vous montrer un de mes tableaux donc on peut mêler tous les matériaux, huile, encre, merci. On peut mêler, donc il y a la matière, donc là on a de la matière, donc plus ou moins flou, plus ou moins avec de l'eau, un petit peu c'est de l'huile en fait, cette œuvre. C'est de l'huile mais qui se travaille à l'eau, donc on voit. Ça ressemble. Hein. Mais c'est celui-là. Ah, c'est bien celui-là. Oui, bien sûr. Là j'ai choisi de vous montrer exactement pour mettre en avant Ah oui, les outils non traditionnels, parce que en fait là sont mes doigts les outils, donc ce sont pas des outils forcément traditionnels, mais ça peut être des couteaux, on peut gratter, il y a des coulures, donc il y a des contrastes de matière, des contrastes de couleurs, donc voilà. Et Il le y a format, de l'encre là-dedans? Vous avez pas dans dit- celui-ci, Ah ouais. mais pas dans celui-ci. Le haut, tu l'as dilué, c'est pour ça qu'il est plus clair. Exactement, parce que c'est de l'huile, ça c'est un médium qui est assez nouveau, entre guillemets, c'est-à-dire que ça a un peu l'intérêt de l'huile parce que c'est assez épais, un peu bien, et celui de l'acrylique parce que ça se rince à l'eau, donc c'est une technique qui est un peu nouvelle, enfin un matériau un peu nouveau. Donc voilà celui-ci. Là, il rend plus clair. Enfin, Oui, la photo est rend jamais honneur. Oui, c'est pour ça que je dis c'est le même. Oui, mais ça peut être le même, oui. avec une lumière différente. Ben voilà, la lumière est quand même. Et pour terminer, j'ai choisi celui-ci aussi, on le voit sur celui-là qui est grand. Le format est grand puisqu'il cache complètement Ah oui, mon assistant du jour. Et donc, pourquoi est-ce que le format est grand à votre avis? Il y a deux raisons principales. Pour faire des gestes plus grands déjà. Très bien, son étude, donc pour laisser s'exprimer vraiment l'émotion du moment. Et d'autre part, pour vous, ça c'était peut-être pour l'artiste, pour soi, pour les pour la artistes. projection de la Oui, ça c'est bien aussi pour la projection. C'est Mais facile. vous, spectateur, vous allez, comme tu l'as fait tout à l'heure, tu restes un moment où on est happé, immergé par l'œuvre, vu sa grandeur. Voilà, encore, c'est pas très grand, mais quand vous allez dans les musées, vous avez cette impression quand vous êtes devant une œuvre. On ne peut pas décoller. Voilà, ouais, exactement, on est vraiment happé. Donc voilà pourquoi dans ce mouvement on a ce genre de... Alors, forme et couleur, donc là, C'est beau, ça. forme et couleur, là nous avons... Merci. Donc celui-ci, donc,
Les couleurs sont vives, expressives. En général, ce sont des couleurs plutôt primaires ou secondaires. Est-ce que tout le monde... voilà, facile. Est-ce que tout le monde voit ce qu'est une couleur primaire ou secondaire, hein, donc les 3 couleurs primaires, rouge, bleu, jaune. Et les secondaires, donc violet, vert et orange. Donc en général, ce sont des couleurs vives qui attirent l'œil, les harmonies qui créent des émotions, et il y a un jeu sur la fluidité. C'est ce qu'on disait sur l'autre aussi ou sur celui-ci. Il peut y avoir des coulures, donc sur la fluidité, sur la texture. On peut mélanger des matières assez fortes et des matières moins fortes. Peut-être que des jours on a des émotions très très fortes, et puis parfois on est lissé, on est plus calme. Donc c'est vraiment tout ça que transmettent les œuvres dans l'abstraction lyrique. Il n'y a pas beaucoup de neutres en fait. Parce que... Alors, l'abstraction lyrique en Europe, maintenant on aborde un nouveau chapitre. Merci. Alors, on a le tachisme. Le tachisme, c'est je viens. Alors, nous, on a la chance, en général, on est collectionneur, mais plutôt d'œuvres d'artistes vivants, d'ailleurs, beaucoup. On a donc cette œuvre de Jean Miotte, qui est un peintre, justement, d'abstraction lyrique, qui, lui, a été dans les années 80, ça a été fait dans les années 80. Donc là, on voit bien la liberté, les taches, hein, donc le tachisme, les couleurs par aplat. Mais on peut remarquer aussi que malgré le fait que ce soit libre, hein, donc comme je disais, c'est pas parce que c'est libre qu'il n'y a pas de structure. Nous, ce qui nous a touchés, mon époux et moi d'ailleurs, dans cette œuvre, c'est qu'on a cette forme ici qui rappelle cette forme. Donc il y a aussi une cohérence. Donc voilà, ça c'est une œuvre qui nous a touchés au point qu'on fasse l'acquisition sur papier, qui est vraiment très emblématique aussi de l'abstraction lyrique, parce que là vous voyez les petits points là, hein, petit peu, donc là vraiment ça c'est le tachisme, c'est en Europe, là c'est français, pas français, hein, Jean Miotte, et nous avons aussi Georges Mathieu, hein, qui est un pionnier de la peinture gestuelle abstraite, qui vous dit peut-être aussi quelque chose, donc lui ce sont des grands formats, on verra après dans son atelier. Pierre Soulages, qui bien qu'il soit associé au noir, est quand même un peu méconnu et un peu peut-être méconnu et mal connu, parce que on va voir après, il y a moins de couleurs, mais il y a quand même une expression artistique personnelle autour de son noir et puis de la manière dont il capte la couleur. Donc on va le voir après. Et Zhao Huqi, ça c'est un de mes champions, là, c'est vraiment un de mes favoris. Ce peintre que vous connaissez peut-être. C'est un peintre qui est né en Chine, chinois, et qui est venu en Europe. Et donc il mêle en fait la culture, des cultures orientales et occidentales. Donc il fait des encres. Et donc il y a une exposition de lui. Il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être il y a 15 ans, hein, je dirais une quinzaine d'années. Il y a une exposition de lui au musée d'art moderne à Paris. Et donc ce sont aussi des très grandes œuvres. Après je vous redonnerai les noms et tout. Donc voilà, donc ça c'est Zhao Huqi. Donc avec l'esprit de la Chine, on peut, grâce à l'abstraction lyrique, fusionner plusieurs cultures aussi. Donc c'est une écriture, Georges Mathieu, c'est une écriture personnelle. On parlait de Soulages, donc voilà. Un style unique et la texture, donc cette émotion, et ce geste est représenté par la texture et le jeu avec la lumière. Voilà. Donc il a inventé l'outre noir, ça c'est Soulages. Aux États-Unis, on avait 2 courants principaux. L'action painting, ça c'est exactement Jackson Pollock, comme vous disiez, donc on en voit, il y a aussi Yves Klein qu'on connaît pour ses bleus, mais aussi il y avait des corps, il y avait des impressions de corps, on peint avec son corps, on bouge son corps quand on peint, on envoie, c'est vraiment une grande liberté, donc voilà. Lee Krasner, j'ai tenu à la mettre parce que c'est souvent la femme du peintre qui est moins connue et qui est quand même une artiste très connue américaine qui était épouse un petit peu dans l'ombre de Jackson Pollock, donc elle aussi libre et spontanée, donc on voit cette écriture aussi très personnelle, assez nerveuse, assez dans l'instant. Et là, un de mes 2 champions aussi, mes 2 derniers c'est Mark Rothko. Mark Rothko, c'est un artiste américain. Et en fait, Mark Rothko propose des toiles très très grandes qui sont très propices à la méditation. Donc là, on le voit ici. Ce sont des espèces de continents de couleurs dans la toile et qui
que Marc Rothko retravaille à chaque fois avec des couches sur des couches sur des couches. Donc c'est très spontané au départ en termes de peut-être de forme, et il remet des couches qui fait qu'on a l'impression faut vraiment aller voir une fois, je dirais, dans sa vie, une œuvre de Marc Rothko qui avance et qui recule par rapport au bord, à la tension du bord. C'est Presque vrai. vivant. Oui, c'est exactement. Et il s'arrange aussi pour que ce qui est en bas, par exemple, normalement c'est plus près de soi, donc il le met d'une couleur un petit peu plus froide que ce qui est en haut, donc il aurait tendance à reculer, mais comme c'est en bas, ça avance, et donc c'est vraiment exactement vivant. Voilà, j'adore Marc Rothko, ça doit se sentir. Et Joan Mitchell aussi, alors ça c'est peut-être la redire numéro 1. Joan Mitchell, alors Joan Mitchell c'est une peintre américaine, donc, là, donc vous voyez, ce sont des œuvres immenses, je ne mets pas les vraiment très très grandes, un triptyque, et elle peint souvent la nature, elle met de l'émotion, et on va la voir après devant ses œuvres, vous verrez la taille des œuvres ensuite. Là, un petit peu moins connu pour ceux qui connaissent un petit peu, Paul Jenkins, dont j'ai fait la connaissance. Donc c'est un artiste moins connu, aussi d'impression lyrique bien sûr, là où on voit de la transparence, qui se mêle aussi à des aplats, donc du color field. En fait, il a un petit peu une synthèse entre européen et américain, parce qu'il est né aux États-Unis, mais il est venu en France, et donc il a été influencé. Donc j'aime beaucoup l'effet transparent. Alors après, c'est une photo, hein, on a vu que la photo, c'était pas le... Les artistes en action, là, quand je parlais de l'implication du corps, on a vraiment l'impression de voir un chef d'orchestre. Exactement, sur son travail, Georges Mathieu. Et Joan Mitchell, dont je vous parlais, dans son atelier. Là, on voit son travail artistique, toute la couleur et l'émotion qu'il transmet. Alors, une synthèse, donc vraiment les points clés. L'émotion plutôt que la représentation, l'importance du geste, vraiment, par rapport donc à tout ce qui est, je dirais, tracé, donc vraiment l'importance du geste. Il y a la vitesse d'exécution, en général, vous l'avez vu, sauf quand certains peuvent explorer encore plus, et ça avance aussi. La vitesse, le geste, donc l'émotion, bien sûr, qui transparaît, et la matière sont vraiment les points clés. Donc c'est vraiment un mouvement vraiment majeur, et comme je le mets en dernière phrase, c'est la puissance de l'art pour témoigner pour toucher l'âme humaine. Alors je termine maintenant par, donc là on voit aussi que la photo là. Donc voici une de mes pièces majeures. Alors j'ai commencé à vous en parler. Donc c'est une pièce qui j'ai réalisée donc avec un pinceau, avec patience, mais assez rapidement quand même, où on voit des grattages et où on voit une certaine structure. Je l'ai appelée chaos et méthode. Alors pourquoi j'ai appelé chaos et méthode? Parce qu'on a une forme de désorganisation, on ressent aussi de liberté, avec, vous voyez, du dripping aussi, mais aussi de la structure qui est marquée par cette grande mesure-là. Et je le présente un peu comme étant un autoportrait, peut-être abstrait de la personne que je suis, qui est un peu, pas tiraillée, mais un petit peu entre mon côté scientifique de départ, de formation et d'études, et puis la rencontre avec l'art maintenant qui a donné naissance. Il n'y a pas de douceur dessus. Voilà. Et votre côté joueuse. Mon côté joueuse. J'ai joué donc. Le côté, le joueur, c'est peut-être le côté cartésien, parce que le côté cartésien un petit peu, oui peut-être. On joue avec les couleurs, oui c'est vrai, exactement, le jeu et le. C'est beau en tout cas. Voilà. Merci, merci vraiment beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Je vous écoute. Vers quoi tu vas tendre après? Est-ce que oui? Alors c'est une bonne question, on n'a jamais fait le tour. Non, mais on peut avoir des envies. Oui, alors celui-ci, par exemple, il n'est pas vieux, mais il n'est pas tout récent. Celui-ci est tout récent. Oui, donc je suis revenu à mes premières amours, je dirais. Celui-ci est tout récent. En ce moment, si je suis en train
Et là, on est plus dans l'arrondi. Oui, c'est vrai. Alors, le carré, c'est une bonne question pour les carrés, c'est tout à fait à part dans mon travail. C'est parce que j'avais justement envie de poser ce côté carré, technique et un peu. Voilà. Mais je vais expliquer dans les carrés, là, vous avez peut-être vu dans les livres, qu'on n'est ni totalement carré, même dans le carré, on peut avoir de l'émotion et mettre c'est pas comme, on n'est pas comme à l'école, quand on est un artiste, on a une liberté. C'est-à-dire que c'est vrai les carrés peuvent être ronds, le carré c'est voilà, le carré c'est un peu la matrice, mais donc c'est un peu l'idée. Donc je continue à explorer. Alors le carré, j'avais ça, je continue en ce moment ce qui m'occupe. Donc je reviens pas mal à l'abstraction lyrique et aussi à l'encre. La vie c'est fait de rencontres, ça c'est une de mes rengaines aussi qu'on peut lire dans le livre. Donc en ce moment je viens de faire connaissance d'un artiste chinois qui était assez connu en Chine et qui donc enseigne, d'ailleurs si ça vous intéresse, l'encre de Chine et les techniques d'encre de Chine. Et je suis allé récemment à un de ses ateliers. Alors ça va être beaucoup plus. Alors, c'est pas ce qu'on... Ça peut être de la calligraphie, mais d'abord il t'explique comment tenir le pinceau, que l'intention précède, on est toujours là, précède le trait, et comment faire des bambous, on a fait ça, mais il y a plein de techniques, et c'est vraiment une pointure en Chine. Il se trouve qu'il habite pas loin d'ici, il a demandé à faire partie de l'association, donc peut-être qu'il nous fera un petit atelier, j'espère. Et peut-être que voilà, je vais faire un peu de simplification, c'est possible aussi. Celui-ci, par exemple, qui est plus récent, est déjà un petit peu plus simple, où il y a moins de couleurs, mais c'est une évolution. Puis pour répondre aussi, je prends aussi des cours en ce moment sur la composition, sur la couleur. Non pas parce que je n'avais pas fait d'études et je voulais rattraper le temps, c'est que je pense que ça peut m'apporter quelque chose dans la structure de l'esprit, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans l'inconscient, pour encore mieux composer, parce que ça se ressent. Même dans la fraction lyrique, pour terminer, une composition, c'est comme en musique. Je n'ai même pas prononcé le mot musique jusqu'ici, donc heureusement qu'il arrive, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. C'est comme en musique, il y a de la liberté, mais il y a aussi des règles et qui prévalent et qui font que la composition d'un tableau suit des règles. Il y a plusieurs types de composition, mais qu'il faut laisser du vide aussi, du silence. Moi, je peux vous demander quelque Oui, chose. bien Je sûr. trouve que la calligraphie, ça va bien et ça s'oriente bien vers ce style aussi. Oui, N'est-ce pas? oui. Je pense beaucoup à Fabienne Verdier. Oui, alors que je connais aussi tout à fait, que j'aime beaucoup. Ben voilà, l'encre de Chine. Si vous aimez Jacqueline, Fabienne Verdier, allez voir vraiment Zhao Wuqi. C'est vraiment le... Tout à l'heure, j'y ai pensé. Voilà. Alors là, c'était une œuvre colorée, mais Zhao Wuqi a fait aussi des encres de Chine. Mais il fait vraiment Zhao Wuqi des paysages aussi. Il a une écriture, enfin, exactement. Ça peut tout à fait aller vers, mais peut-être une simplification pour te répondre, Nicole. Et puis, toujours, j'espère, cette énergie à communiquer. Non, mais celui-là, il est très différent. C'est monsieur qui était là l'autre fois qui t'a envoyé aux